Merci. Bonjour Fanny Sockel, Bonjour. ça va? CEO de Prima, et bonjour David Bensoussan, chirurgien cofondateur de Rofim. Je pense que vous étiez attentif à la discussion précédente, en tout cas, qui parlait déjà d'intelligence artificielle. Cette fois au service de la médecine. Fanny, Prima, c'est une medtech spécialisée dans le diagnostic du cancer, c'est ça? Oui, en fait, nous, on s'inscrit dans la révolution de la prise en charge et du diagnostic de cancer. Là, on a vu l'émergence de nouvelles technologies, de nouveaux traitements visant à améliorer la prise en charge des cancers. On a la révolution de l'immunothérapie, on a la révolution de la médecine personnalisée. Mais pour que les patients aient accès aux meilleurs traitements, il faut qu'on ait le meilleur diagnostic possible. Et c'est là que nous, Prima, on intervient. On intervient pour améliorer l'accuracy du diagnostic et on intervient pour en améliorer la rapidité. Et notre vision, c'est chez Prima, c'est une société où demain, l'homme, où qu'il soit dans une région ou qu'il soit à Paris, il ait accès à un diagnostic qui soit précis, qui soit de qualité et qui soit aussi hyper rapide. Et ça lui permet derrière d'avoir accès aux meilleurs traitements possibles et d'avoir des meilleures années, enfin des années en meilleure santé, une amélioration de l'espérance de vie et voilà, une amélioration globale de la société. Et concrètement, du coup, qu'est-ce que vous développez? Et donc tout ça c'est possible grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est des technologies de deep learning qui ont vu le jour là il y a quelques années. Et donc nous on mobilise ces technologies d'intelligence artificielle au service d'une spécialité médicale qui est l'anatomopathologie, qui est vraiment le pilier du diagnostic de cancer. Et en mettant des outils d'intelligence artificielle au service des médecins napates, on permet d'améliorer le diagnostic. David, de quel constat est né Rofim? Donc en fait, moi je travaille dans les hôpitaux depuis 10 ans et en fait au quotidien on n'avait aucun outil qui permettait de communiquer avec des experts pour avoir des expertises quasiment en temps réel sur des patients qui posent problème. Il y a quelques années, j'ai pris la décision de créer une plateforme qui permettait justement de mettre en relation les médecins entre eux pour avoir des expertises abouties sur les patients. Donc quelle année le lancement, David? 2018. Ok. Aujourd'hui, il en est où cette plateforme, ce logiciel en est où? Voilà, on a 20 000 médecins dans 750 hôpitaux et on déploie Rofim tous les mois dans quelques nouveaux hôpitaux et on continue notre croissance en France et aussi en Europe. Fanny, en quoi l'IA permet de faire évoluer la médecine aujourd'hui? Alors, grande thématique. C'est une thématique assez large. Oui. Nous, déjà, ça améliore la partie diagnostic, mais ça, c'est que la première pierre à l'édifice. Moi, je crois vraiment plus tard à la médecine prédictive et pronostique, c'est-à-dire qui prendrait en charge non seulement les données vraiment issues du patient, mais aussi toutes les données de son environnement. Toutes ces données, par exemple, moi j'ai une montre, j'ai un capteur de glucose, mais en fait, tout ça, toutes les approches qui sont un petit peu en périphérie du patient, on arrivera à synthétiser les données pour derrière avoir une approche vraiment pronostique et prédictive de l'évolution des maladies, de l'évolution d'un état de santé du patient. Et puis derrière, grâce aux technologies d'intelligence artificielle, on pourrait réussir plus tard aussi à prédire le meilleur traitement qui corresponde le mieux possible pour le patient, avec des chances de survie qui sont encore améliorées. Donc là, on est vraiment à l'aube d'une révolution, parce que toutes ces données, jusqu'à maintenant, elles n'étaient pas présentes. C'est maintenant qu'on arrive à les capter. Et toutes les technologies qui permettent de synthétiser et d'avoir encore une fois, des énormes bases de données dans lesquelles on peut aller piocher des informations, trouver des corrélations, etc. C'est maintenant qu'on a la puissance statistique pour le faire. Il y a énormément de startups françaises qui travaillent sur ces données-là. Donc, il y a nous, Prima, où on travaille spécifiquement sur un APAT, mais il y a des startups qui ont des projets un peu plus holistiques, comme Hawkin, par exemple, qui travaillent sur toutes les données. Et ça, c'est super intéressant parce qu'encore une fois, c'est une amélioration des chances de survie. Et c'est, encore une fois, des chances de survie et des années de vie en bonne santé. Et ça, c'est hyper intéressant pour les patients et pour la société en général. David, vous partagez? Oui, complètement, ouais. L'IA, c'est un outil révolutionnaire pour votre secteur, et encore plus pour vous qui êtes chirurgien, vous avez ce regard. Honnêtement, on est vraiment à l'aube de ce qui est possible, je pense. Mais pour moi, l'IA sera toujours au service du médecin. Et c'est là où je remets le prisme de l'IA. L'IA sera un outil, comme le stéthoscope est un outil, comme le scanner est un outil. Ça sera à la même échelle, mais ça sera toujours au service du médecin, augmenter le médecin, gagner en efficience, faire des tâches qui sont à faible valeur ajoutée, répétitives et chronophages. Là, l'IA a une vraie valeur ajoutée pour la médecine.
Je pense que vous avez entendu l'échange précédent, on parlait, ils étaient en phase, hein, c'est un outil, on parlait d'enseignement et qu'il fallait accompagner aussi, associer les humains dans l'usage. Ce n'est pas enseigné en fac. Non, malheureusement, pas encore. Non. Ça devrait. Il faudrait commencer, ouais, je pense sincèrement. Intégrer des données de santé, puisque effectivement on parle de ça, j'imagine que ce n'est pas simple pour tous les deux. On touche à des données sensibles, quand on parle de RGPD, mais alors encore plus pour vous là sur des données de santé. Comment on fait? Ça se passe comment? Juste pour rebondir sur la question précédente, c'est vrai que les médecins ne sont pas formés ou peu aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a un vrai changement par rapport à ce qu'on a connu il y a 5 ou 10 ans où vraiment ils étaient en découverte totale. Aujourd'hui, il y a un vrai travail d'évangélisation qui a été fait, qui a été mené par certaines professions qui utilisent l'IA depuis déjà pas mal de temps. Toute la partie radiologique, toutes les parties qui utilisent vraiment les images, les signaux, etc. Ça fait partie maintenant de leur quotidien. Et tous les congrès, tous les événements qu'on fait un petit peu aujourd'hui, par exemple aussi, ça sert à ça. Ça sert à faire venir un petit peu le monde du numérique dans le quotidien du médecin. Et il y a de plus en plus de médecins qui sont formés aujourd'hui à l'IA. Ne serait-ce que dans notre start-up, on fait passer régulièrement des stagiaires qui viennent aujourd'hui faire des stages de découverte et qui importent aujourd'hui ce savoir-faire dans leur profession, dans leurs hôpitaux, dans leurs laboratoires. Donc c'est quelque chose qui est en train de se mixer un peu et je trouve qu'il y a aujourd'hui une approche qui est beaucoup plus mûre et du côté des data scientists vis-à-vis des médecins et du côté des médecins vis-à-vis des data scientists. Je pense que tu partages aussi. Après, il y a la notion de patient aussi. Le patient, je ne pense pas qu'il soit encore assez mûr pour accepter un diagnostic qui vient de l'IA à date. Comment faire du coup? Le temps. Le temps. Ouais, le temps. Le ça temps va venir, bien sûr. Sur les données? Oui, pardon, du coup, c'est un petit peu squeezé. Effectivement, toute la difficulté pour les startups qui travaillent sur l'IA comme nous, c'est vraiment d'aller chercher des bases de données. Ces bases de données, elles existent, mais elles sont complexes à manipuler, et à posséder, à exploiter pour plein de raisons, et notamment sur des questions d'enjeux, de sécurité, de confidentialité, etc. Donc nous, chez Prima, en tout cas, on est très très exigeants sur les bases de données qu'on a. C'est des données qui sont anonymisées, on ne peut absolument pas retracer le patient derrière. Mais c'est vrai que ça correspond aussi à un effort aussi de notre part. Quand on a commencé Prima, on n'avait pas du tout de moyens, on n'avait pas du tout de capacité de financement. Et du coup, c'était très difficile d'aller chercher des données. On a dû en chercher dans des pays qui étaient un peu moins regardants. Mais voilà, tout l'enjeu derrière sur les startups qui vont vouloir exploiter ces données, c'est justement d'avoir accès de façon plus rapide, plus pragmatique à des données. Et aujourd'hui, l'Europe, la France, la PHP, toutes ces entités sont en train de créer des data hubs en fait, et des moyens pour les startups comme les nôtres et comme d'autres d'aller accéder à ces données pour que chacun puisse développer des algorithmes qui derrière serviront la santé de chacun. David, vous disiez que les patients n'étaient pas encore prêts à avoir une expertise par l'IA. Est-ce que sur cette question des données, c'est aussi vous qui êtes au contact des patients? Est-ce que c'est aussi un enjeu est-ce qu'il y a une peur aussi parfois des patients? C'est un enjeu, c'est critique. Les patients commencent à prendre conscience que la donnée de santé, c'est une donnée sensible, critique. Elle ne peut pas être hébergée n'importe où. On ne peut pas envoyer des données de santé sur une boîte Gmail, sur une boîte Yahoo. Les patients commencent à comprendre ça. Ça a fallu beaucoup de temps. Et nous, acteurs de la e-santé, la barrière, elle est assez haute. Et toute la réglementation à mettre en place avant de pouvoir mettre en production une plateforme où il y a des données de santé, en France, en tout cas en Europe, il faut vraiment beaucoup travailler. Ce qui fait aussi une barrière à l'entrée assez haute sur le marché. Comment vous imaginez le système de santé dans 10 ans, David? Pas mal d'IA, je pense. J'ai lu un article là où on est à l'aube, en fait, sur toute la chaîne de valeur de la prise en charge médicale du patient, depuis le diagnostic jusqu'à la facturation par l'hôpital. L'IA a un impact et on est en fait en phase pilote quasiment sur tous les projets à toute l'échelle. Et 10 ans, je pense que c'est raisonnable pour dire que ça sera vraiment en vitesse de croisière et que l'IA aura une place sur chacune des étapes et va augmenter le médecin. Et au final, on aura peut-être plus de temps pour soigner et pas pour faire des comptes rendus, pas pour lire des comptes rendus de 50 pages pour chercher une info. Là, je pense qu'on aura vraiment quelque chose à gagner. Fanny, sur cette question? Je partage complètement sa vision. C'est vrai que l'IA va se mettre au service du médecin et va permettre d'abattre pas mal de tâches qui sont des tâches systématiques pour justement réserver le temps du médecin à des phases vraiment d'expertise.
Ça, c'est un premier point super important. Mais moi, je crois beaucoup aussi à une approche un petit peu holistique où on arrive à croiser toutes les données qu'on a d'un point de vue génomique, d'un point de vue clinique, d'un point de vue radio, mammo, tous les examens qu'on va faire. Au bout d'un moment, on va réussir à tous les réunir, tous les synthétiser pour avoir une vision prédictive sur les états de santé et pour réussir à soigner en amont des difficultés qui sont pour l'instant inexploitées, inexploitables. Comment on accélère justement? Comment on accélère cette transformation? Eh ben, en soutenant les startups comme les nôtres. C'est vrai que là, tout à l'heure, j'entendais les personnes avant vanter les mérites de l'intelligence artificielle en France. C'est vrai qu'en France, on a des cas d'or. Il y a eu les pionniers de l'intelligence artificielle, Yann Lequin, entre autres. Il y a des très très bons mathématiciens, il y a des très très bons médecins. Et donc, c'est vraiment un des terreaux les plus fertiles au monde. Aujourd'hui, dans notre domaine d'activité, par exemple, ce qu'on fait chez Prima, on est 3 au monde à faire des technologies comme les nôtres et à avoir des résultats comme les nôtres. C'est vraiment incroyable et je pense qu'il faut continuer à soutenir tout l'écosystème qui est ici, la BPI notamment, et plus tard, on verra émerger des champions, mais c'est maintenant que ça se joue en fait. David? Je partage 100%, complètement d'accord. C'est quoi la suite, David, pour Rofim? Nous, c'est de travailler justement sur comment intégrer l'IA au mieux dans l'expertise, comment faciliter le travail des experts, comment leur faire gagner du temps. Donc on a commencé à travailler sur ça avec du NLP sur les dossiers cliniques, extraire tous les mots clés qui peuvent être critiques pour une expertise et les afficher en premier lieu aux médecins. Sur les dossiers de 10 pages, ça fait gagner du temps. Et nous, c'est de développer ça et développer surtout le produit à l'échelle de l'Europe. Fanny, le mot de la fin? Prima? Non, mais sur la suite, pardon. Non, même question sur la suite et les prochaines grandes étapes pour Prima. Non, on continue de travailler évidemment sur notre outil de diagnostic, mais on commence aussi à travailler maintenant sur des projets prédictifs et pronostiques, et ça, c'est une grande première. Merci beaucoup, merci Fanny, merci David d'être passé sur notre plateau pour parler d'IA dans le secteur de la médecine. Et la suite, c'est une question: comment être durable et désirable?